Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Nathalie Fossa. Bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour Thierry, bonjour à tous, à toutes. Alors, Nathalie, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos internautes? Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis accompagnante parentale à destination des futures et des jeunes mamans pour les aider à accompagner leur enfant de la grossesse à 3 ans. Voilà, de manière plutôt naturelle et avec une parentalité orientée sur la bienveillance. Ok, ok. Et ça t'est venu comment, en fait, cette idée d'aller vers une parentalité choisie, hein? C'est le terme que tu utilises, parentalité choisie, je crois. Oui, c'est ça. C'est un peu le terme du concept que j'ai mené, puisque pour moi, c'est une démarche en fait consciente de vouloir choisir justement quelque chose de différent du mouvement, on va dire, général, global. Tout simplement parce que pendant ma grossesse, je me suis interrogée sur comment je pouvais faire au mieux pour ce petit être qui grandissait dans mon ventre. Et donc, je me suis intéressée à plein de sujets, autant sur la maternité, l'accouchement, la grossesse, l'éducation des enfants. Et puis, je suis tombée aussi également du coup sur les écrits de Maria Montessori. Et donc, je me suis rendu compte que tout ça, ça participait au bon développement de l'enfant. Et c'est pour ça que je me suis engagée dans cette démarche et c'est devenu aussi une passion. Et ça t'est venu comme une évidence, finalement. Ah oui, oui. En fait, plus je cherchais, plus je creusais et plus c'était logique en fait. Et puis on se pose des questions aussi par rapport à la propre éducation qu'on a reçue sur certains points, est-ce que ça aurait pas pu se passer différemment, par exemple. Donc voilà, donc tout ça, ça m'a amené à me poser des questions et comme je suis une personne très curieuse qui aime chercher parfois très très loin, j'ai trouvé des réponses, hein, que ce soit en termes de neurosciences, de stade de développement de l'enfant, de l'attachement, des émotions, voilà, tous ces points-là. Et Alors, puis sur la santé. pardon, est-ce que tu peux nous éclairer, Nathalie, sur la pédagogie Montessori et sur quoi elle s'appuie en fait? Alors oui, la pédagogie Montessori, alors ça c'était une grande histoire d'amour justement lorsque j'ai découvert les écrits de Maria Montessori pendant ma grossesse. Donc en fait Maria Montessori c'est la première femme médecin en fait en Italie dans les années 1900. En gros, elle s'est basée sur son observation des enfants pour développer une pédagogie dite à l'époque scientifique qui aidait les enfants à développer en fait leurs facultés, notamment intellectuelle, on va dire. Mais en fait, c'est une pédagogie qui en fait englobe tout le développement de l'enfant et qui implique notamment la posture de l'adulte. Donc en fait, c'est pour moi même plus une philosophie de vie en fait qu'une juste une espèce de recette miracle pour pour apprendre des choses aux enfants en fait. Voilà. Donc, de rester dans l'observation, de laisser l'enfant prendre des initiatives. Donc, on développe aussi beaucoup l'autonomie, ce qui est aussi un point bien pratique justement pour tout ce qui va être organisation et gain de temps par la suite. L'envie toujours de faire par lui-même. Donc, l'enfant va conserver sa curiosité naturelle et va pouvoir apprendre au moment de ces périodes sensibles, c'est-à-dire au moment où il sent cet élan d'apprentissage, que ce soit pour différentes choses, hein, que ce soit pour la motricité, donc c'est-à-dire pour l'acquisition de la marche par exemple, ou après pour la lecture, l'écriture, etc. D'accord, ouais, effectivement, c'est passionnant parce que je trouve que, bon, on vit, entre guillemets, un petit peu l'époque de l'enfant roi. Et, là, c'est un peu l'enfant roi, mais sans lui passer tous ses caprices, ou on lui passe, entre guillemets, bon, c'est un petit peu compliqué le fait de parler de caprice par rapport à un enfant dans la méthode Montessori, mais comment justement c'est abordé? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des choses qui existent en fait au niveau du développement de l'enfant, que l'on sait au niveau du développement du cerveau, qui ne sont pas forcément toujours encore passés dans les connaissances populaires et même au niveau du système éducatif traditionnel, hein, des écoles traditionnelles tout simplement. C'est qu'en fait l'enfant, jusqu'à au moins 3, 4, voire 6 ans, en fait, il est déjà incapable de manipulation et il n'est pas capable en fait de gérer ses émotions. Donc en fait, ça va être plus accompagner ses émotions. Et donc, on ne peut pas vraiment parler de caprice, on peut plus parler d'une frustration que l'enfant vit
Et donc, tout simplement de l'accompagner dans sa frustration, parce que nous aussi, on est frustrés au quotidien. Et plus on va l'aider à reconnaître ses émotions, à mettre des mots dessus, à lui expliquer comment ensuite on peut passer à autre chose, plus en fait il sera en capacité, même plus tard adulte, de gérer ses propres émotions, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui aujourd'hui ne sont pas capables de gérer leurs propres émotions, aussi souvent parce que enfant, on nous a demandé de mais non, t'as pas mal, mais non, ne pleure pas, etc. Donc en fait, tout ça, ça se met à l'intérieur de nous, et puis quand on est adulte, parfois ça nous bloque aussi dans les relations avec les autres. Mais la pédagogie Montessori, effectivement, c'est pas l'enfant roi, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un cadre qui est défini avec des règles communes, par exemple quand elle est appliquée à une classe. Mais ensuite, l'enfant, il va être libre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir aller chercher lui-même le matériel qu'il veut choisir pour le faire, et cela autant de fois qu'il le veut. Par contre, ce matériel est en un seul exemplaire dans la classe, et si un enfant est déjà en train de l'utiliser, un autre ne peut pas venir pour lui prendre et pour aller le faire. Ouais. Voilà. Mais ils ont une liberté sur la motricité. Ils peuvent travailler au sol s'ils veulent. Ils peuvent travailler sur une table. Voilà. Chaque enfant, en fait, va à son rythme et travaille en fonction de ce qui l'attire. D'autres enfants peuvent regarder un enfant travailler tant qu'il ne le dérange pas. Il va y avoir aussi une transmission, du coup, puisqu'on est dans des groupes multi-âges. Donc, les petits vont pouvoir apprendre des grands, les grands vont pouvoir aussi aider les plus petits. Donc, il y a toute une estime de soi qui va grandir aussi autour de ça. Il va y avoir une envie de faire comme les plus grands pour les plus petits. Et on va aussi améliorer, du coup, la cohésion de groupe. On va éviter les comportements pas toujours bienveillants, en fait, entre enfants. Donc en fait, moi en plus je l'observe en ce moment, puisque ma fille était en école Montessori jusqu'à présent, et là ayant déménagé, elle est passée dans une école traditionnelle, puisque j'avais pas d'école Montessori sous la main. Et en fait, je vois vraiment en fait ce mécanisme relationnel pas toujours sain qui se met en place en fait entre les enfants, parce qu'il y a toujours ces histoires de punition, de chantage, de récompense, etc., qui font que les enfants, ça les met ensuite dans une posture plus de jalousie, parce que l'autre il a eu ça et pas lui, et puis du coup elle se dit moi je suis nulle parce que j'ai pas la meilleure note, ou des choses comme ça. Alors que dans la pédagogie Montessori, on progresse par rapport à soi-même en fait. Ouais, c'est ça. On préserve l'individualité, ouais. Mais par contre, on évolue en fait dans un groupe en fait. Et le but, c'est que chacun puisse participer à l'évolution positive de ce groupe. Ouais. Si je peux le résumer, voilà. Donc c'est vrai que c'est un gros changement de paradigme en fait par rapport à ce qu'on connaît. Ah ouais. Mais en fait, au niveau des neurosciences et développementales, on le sait en fait tout ça. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas intégrées au système traditionnel. Et c'est dommage, parce que pour améliorer si je puis dire, la bienveillance et notre société et notre monde actuel, ça ferait beaucoup de bien. Ah, mais tu as entièrement raison. Et donc, tu as développé une grosse dose d'empathie par rapport à ta fille, du coup. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, je pense que c'est important aussi pour nous en tant qu'adultes de se rappeler quand on était à leur place, à la place de nos enfants, comment nous on aurait aimé être traités, comment voilà, il y a des choses qui nous touchaient beaucoup, et quand on est adulte, on trouve ça ridicule, par exemple. Après, c'est pas pour ça qu'on arrive tous les jours à rester super zen. Hein. Je veux dire, on est des êtres humains. Donc... La zénitude. Moi, je suis une passionnée en plus. Je pense que ça se voit un petit peu. Donc, il y a des moments où je peux partir très vite dans les tours parce que voilà, je suis passionnée. Et donc, il y a des moments, il y a des choses qui me hérissent le poil. Et voilà. Après, ce qui compte en fait, c'est comment on le gère en fait. Excuse-moi, par rapport à ce que tu dis, c'est intéressant parce que du coup, on va rebondir. Comment tu organises ta journée? Est-ce que tu as une organisation particulière justement pour faire face à tout ça? Alors, je n'ai pas une organisation militaire, parce que je pense que plus on se met d'obligations strictes et plus en fait, c'est horrible, parce qu'on ne fait que se concentrer sur notre planning, il faut qu'on fasse ça comme ça. Et puis moi, ce n'est pas ma personnalité. Voilà. Et en même temps, si on fait que du freestyle, en fait, ce n'est pas possible, parce qu'on part dans tous les sens et on n'arrive jamais au bout de ce qu'on veut faire, quoi. Donc, tu n'as pas de journée type, en fait? Alors, en fait, c'est plus des routines. Ouais, c'est un peu comme pour les jeunes enfants, il y a des enchaînements de choses qu'on va faire un peu tout le temps dans le même sens. Par exemple, le matin à la maison, moi, je sais qu'on va toujours enchaîner. Elle se lève, elle va à la salle de bain, elle va aux toilettes. Ensuite, elle s'habille et ensuite, on mange. Et en fait, on le fait toujours dans cet ordre-là. Et du coup, en fait, elle sait le matin comment ça se passe.
Et du coup, les enfants, ils ont des repères et c'est plus facile pour eux, en fait, quel que soit l'âge, hein, d'ailleurs, et plus ils sont petits et plus c'est vrai, et d'avoir toujours une routine, c'est-à-dire que les choses, elles s'enchaînent dans le même sens. Du coup, l'enfant, il sait où il en est. Et si justement on va dans le sens d'une autonomie où on laisse l'enfant prendre l'initiative, alors au début ça peut agacer parce que oui, l'enfant il lui faut du temps, donc il faut prévoir plus de temps au début, mais quand l'enfant est grandi, après on en gagne parce que l'enfant il sait faire les choses seul, il n'a pas besoin de nous tout le temps d'être à côté pour les faire. Il est autonome. Voilà, exactement. Donc, du coup, il va être autonome. Et puis, si on a cette routine, et puis à force, parce qu'une habitude, c'est 3 semaines pour l'apprendre. Donc, au bout de 3 semaines de faire quelque chose, en fait, ça devient normal, ça devient votre quotidien. Vous faites toujours la même chose. Et donc, en plus, pour vous, c'est automatique. Donc, c'est facile. Et puis, la deuxième chose que j'ai mis en place pour moi personnellement, j'ai arrêté en fait de faire des to-do list. C'est-à-dire que les to-do list, c'est stressant, quoi. Alors, tu sais, hein, alors oui, c'est écrit. Ouais. Mais quand à la fin, tu n'as pas coché toutes les cases, tu te dis, mais c'est pas possible, je suis trop nulle, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est une pression inutile, finalement. C'est ça, exactement. Alors du coup, et puis en plus, c'est tout ce qu'on a à faire, mais est-ce que ça va rentrer dans notre journée ? La plupart du temps, non. Donc du coup, maintenant, ce que je m'astreins à faire, c'est plutôt de noter dans mon agenda. Alors avant, j'étais très papier parce que visuel, donc un agenda papier. Maintenant, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le faire sur mon téléphone parce que c'est plus pratique, on l'a toujours sur soi. Ouais. Voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que dans l'agenda, je note en fait la tâche à réaliser avec un timing. Okay. Avec 1 heure de début, 1 heure de fin. Bon, je dis pas que je respecte toujours l'heure de fin, mais en tout cas, j'essaie de les caser et au moins d'avoir que quelques points principaux à faire dans la journée pour au moins être sûr d'arriver au bout et puis que le cerveau, il est concentré sur ça et pas à se dire oh là là, j'ai tout ça à faire. Et du coup, il y a des fois, hein, moi, je me sens submergée, je me dis oh, il y a tout ça à faire. Et en fait, là, la sécurité, c'est je me sens plus sereine quand je reprends mon agenda, je regarde, ah oui, bon, alors j'avais dit que ce matin, je faisais ça. Bon, allez, je me concentre, je ne pense plus aux autres choses, même si j'en ai très envie parce que ça me panique. Je fais ça et puis après, on verra. Et là, du coup, ça fait redescendre la pression. Je me concentre sur ça et puis voilà, j'essaye d'avancer pas à pas. Et par rapport à toi, ton temps libre, tu l'organises de quelle façon, du coup ? Alors, justement, je mets tout. Ta fille, c'est bien, mais s'occuper de soi aussi, c'est important. Alors, quand je parle de ça, en fait, c'est parce que je mets tout dans le même agenda, en fait. Super. C'était avant d'avoir cette activité là indépendante, en tant que salarié, déjà, j'étais commercial terrain, j'avais à l'époque, j'avais un agenda en fait papier où je notais tous les rendez-vous, mais en fait, si j'avais des choses perso déjà à l'époque, je les notais en fait dans mon agenda pro, parce qu'en fait pour moi c'était normal, c'était ma journée et puis comme j'étais sur le terrain de toute façon j'étais autonome donc j'organisais mes journées comme je voulais, donc je mettais, si j'avais vraiment quelque chose d'important à faire au niveau perso, fallait bien que j'aille le faire quand même, donc je le casais, voilà, si j'avais entre mes rendez-vous clients ou si j'avais l'administratif à faire, enfin voilà, j'essayais de faire pour que ça puisse caser. Alors des fois je te dis pas que c'était un peu chaud, mais la journée elle finissait tard. Mais voilà, j'essayais de tout caser, mais toujours voilà, sur cet agenda-là, en fait. J'avais qu'un seul agenda. La seule chose que j'ai en plus à la maison, c'est pour certaines choses familiales. Par exemple, il y a un agenda visuel, un planning sur le frigo. Oui, d'accord. Où j'ai coloré, avec des couleurs pour les vacances, ou papa il est pas là, voilà, il a tel truc pro, là il est pas là, pour qu'en fait on sache qui est là, qui est pas là, et que ça s'emboîte à la maison et de pas retourner à chaque fois dans le téléphone. Planning famille, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, on a un petit peu tous nos choses dessus. Après, j'ai pas encore réussi à faire qu'on ait un agenda commun où on met nos trucs, mais genre un Google agenda partagé, parce que ça marche pas trop, ça, mon mari il est moins dans tout remplir, et puis en fait je pense que ça nous ferait peut-être perdre, là pour le coup ça mettrait vraiment du temps à faire ça, donc je sais pas, en tout cas pour l'instant on le fait pas. Et comment tu vois ton futur, tes priorités de vie, le sens que tu donnes en fait à ce que tu fais? Quelles sont en fait tes priorités, tes projets d'avenir? Alors, mes projets, ils sont liés à mon activité professionnelle parce que je l'ai choisi par passion et par conviction. Justement, pour moi, c'est ma contribution
au monde. Donc, quand je le fais, j'ai entre guillemets pas l'impression de travailler, même si j'y passe beaucoup de temps. Et puis d'essayer de préserver une partie de temps aussi pour moi, pour le sport. Enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais des fois, c'est vrai que j'ai tendance à être beaucoup là. J'avance sur l'ordinateur et puis je me dis, ouais, je vais aller marcher, j'irai. Puis finalement, là, j'y vais pas. Mais bon, là, on a déménagé il y a peu, donc il faut que je retrouve un peu une organisation où je me cale ça. Mais c'est le premier pas que tu vas faire, hein, parce qu'après, le deuxième, il enchaîne. C'est ça. Mais en fait, l'idée, c'est qu'avant, même, avant, voilà, je casais tout. Même, je faisais du sport. Enfin, j'avais des séances de coaching avec un coach. Voilà, c'est noté dans mon agenda. Ça fait partie de mon agenda comme un rendez-vous, en fait, pour aller, je sais pas moi, chez le médecin ou chez le coiffeur. Ou voilà, ça fait partie, en fait, de mon agenda. Je l'intègre. Ouais, merci Nathalie. Dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à une maman qui est enceinte et qui voudrait développer une excellente relation avec son enfant? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pratique, en fait, pratico-pratique? Bah alors déjà, elle-même d'être à l'écoute de ses propres émotions, parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas déjà. Donc, c'est important d'être déjà bien avec soi. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est important. Ça évite aussi après d'arriver sur le burn-out parental où on a l'impression que si on fait un truc de travers, notre enfant il sera fichu jusqu'à la fin de ses jours. Non, ce qui est important, c'est l'authenticité en fait dans la relation. Donc être à l'écoute, entendre en fait les mots et essayer de ressentir en fait des émotions pour les comprendre. Et des fois, en fait, ça nous fait, nous, réagir et surréagir parce qu'en fait, inconsciemment, on revit des choses que nous-mêmes, on a vécues ou qu'on nous a déniées, en fait. C'est ça qui est plus compliqué à gérer. Donc, faire un peu de développement personnel, c'est pas mal. Revisiter un peu sa propre enfance, sa propre vie. Ensuite, de faire simple. C'est-à-dire, on a toute envie de faire le mieux pour nos enfants. Et pour créer une relation justement saine, c'est d'essayer d'aller dans le minimalisme. En fait, si on prévoit trop de choses dans la journée, s'il y a trop d'objets à la maison, ça vous fait beaucoup de rangement, beaucoup de ménage, etc. Donc, en fait, se concentrer sur l'essentiel. Si vraiment la relation avec votre enfant, c'est l'essentiel, eh ben, il y a d'autres choses qui ne seront pas prioritaires. Moi, des fois... j'avoue, il y a des choses dans la maison qui ne sont pas faites. Mais je me dis, maintenant, j'ai accepté, en fait, que ce n'était pas ma priorité et que ma priorité, c'était d'avancer sur tel projet ou de passer tel moment avec mon enfant. Et ben ça, c'était la priorité. C'était pas de passer l'aspirateur ou de ranger ou de faire même la lessive. En fait, tant pis. Ça sera peut-être demain où je sentirai même plus l'envie de le faire, en fait. Tu vois, bon, après, bien sûr, il ne faut pas que ça soit Bagdad, mais voilà, c'est ça. Et puis, les activités avec les enfants, des fois, on veut leur proposer plein de trucs. Alors, du coup, ça devient un planning de ministre, mais on est dans le stress tout le temps parce qu'il faut enchaîner. Bon, alors, attends, à 14h, il faut que je t'emmène là. Ah oui, alors après, on va aller là. Essayer juste de passer du temps en fait, ensemble. Oui, parce que les temps de trajet pour les activités, on ne les inclut pas forcément alors qu'ils sont là. C'est du temps. Ouais. Ouais. Et tu as des petites recettes, des petits tips dans la vie quotidienne pour gagner un peu de temps, justement? Pour gagner un peu de temps, déjà, voilà, c'est ça, c'est se simplifier déjà l'agenda sur vos priorités, en fait. Parce que tu me dis tout à l'heure, les priorités dans la vie. On ne peut pas être partout, en fait. Il n'y a que 24 heures dans une journée, donc à un moment donné, ça nécessite de faire un choix. Donc, alors après, on peut s'amuser à faire la petite croix, qu'est-ce qui est urgent et important, qu'est-ce qui est urgent non important, qu'est-ce qui n'est pas urgent et pas important. Bon, ça, déjà, vous l'oubliez. Ouais. On peut faire ce petit tri. Et attends, quelle était ta question? J'ai perdu le fil. Si tu as des petites recettes, des tips en fait au quotidien, qu'est-ce qui te permet de gagner du temps en fait? Ah oui. Par exemple, faire la cuisine, tu vois. Oui, alors d'anticiper. Premièrement, d'anticiper. Voilà, anticiper. Ouais. Anticiper sur ce que vous pouvez, hein, bien sûr. Il y a des choses, il y a toujours l'imprévu, mais quand la routine, on parlait tout à l'heure de mettre en place des routines déjà justement, parce que moi, vous savez que ça s'enchaîne toujours de la même façon, et d'anticiper justement, parce que si ces choses-là, elles sont prêtes, je sais pas moi, le matin, vous devez emmener votre enfant chez la nounou, à la crèche ou à l'école, si son sac il est prêt la veille, le matin, même si ça part un peu en cacahuète et vous êtes un peu dans le speed, vous savez que le sac il est prêt, même limite vous le mettez déjà dans la voiture, enfin je sais pas, mais au moins ça c'est quelque chose qui est déjà fait, de préparer la veille
sur la table, par exemple, tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Enfin, ça vous fait gagner du temps. Alors, c'est vrai que le soir, des fois, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Mais en fait, ça prend pas beaucoup de temps. Après le dîner, bon, bah, on débarrasse. On en profite pour mettre directement tout ce qu'il faut pour le matin. Et du coup, on gagne déjà ces petits temps qui nous font perdre dans le matin. Ça va vite, 5-10 minutes. Et puis après, on se retrouve à courir. Du coup, on est énervé. C'est ça, on perd la bonne humeur. Du coup, on crie sur ses enfants parce qu'on trouve qu'ils vont pas assez vite. Ouais. Okay. Et du coup, la journée, elle commence mal pour tout le monde. Ouais. Non, mais l'anticipation, c'est vrai que c'est super important. Par exemple, quand tu pars en vacances, il faut préparer peut-être une liste de tout ce qu'il faut emporter. Et voilà. Même si c'est minimaliste, au moins, voilà, on sait, on a la base. Tu m'avais posé, tu m'avais dit des tips. Est-ce que je pensais à autre chose, mais je sais que j'ai perdu mon idée. On va revenir. Je parlais de l'anticipation, mais il y avait autre chose dont je voulais parler. Ah, bah mince alors. C'est pas grave. Pas possible. C'est parti. C'est parti dans ma tête. Tu m'as parlé des tips pour gagner du temps. Oui, des petites choses. Je parlais pour la cuisine, par exemple. Ah, voilà, c'est ça. Pour la cuisine, voilà. Donc, il y a un système aussi, alors plus que le batch cooking, parce que le batch cooking, c'est vraiment, genre, vous prenez une journée, vous faites que ça de cuisiner. Moi, sincèrement, en tout cas, c'est pas ma tasse de thé. Mon dimanche, j'ai envie aussi de faire des choses pour moi, passer du temps en famille, enfin, d'autres choses. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est préparer à l'avance, en fait, les aliments bruts. On peut notamment, donc... on achète ces légumes. On peut déjà en fait les éplucher, les couper en morceaux, les mettre soit dans des boîtes hermétiques ou des boîtes avec des couvercles et au frigo. Et en fait, ils sont déjà prêts. Parce qu'en fait, ce qui nous rebute souvent pour faire la cuisine saine, c'est de préparer les légumes parce que les éplucher, les couper, tout ça, ça peut prendre du temps. Mais en fait, s'ils sont déjà là et prêts à l'emploi, déjà, on va avoir plus tendance à les utiliser, donc à manger plus sainement. Donc, ça sera bon aussi pour votre bien-être au quotidien. Et du coup, ça va prendre vachement moins de temps. Et si c'est coupé en petits morceaux, on peut les faire tout simplement sauter à la poêle, les cuire à la vapeur. C'est des systèmes qui sont sains en termes d'alimentation et qui sont rapides en fait à préparer. Tu préconises de les préparer à quelle fréquence Soit tu les fais pour la semaine en fait, enfin du lundi au vendredi, parce que généralement le week-end on est un peu plus cool. C'est souvent parce qu'on est contraint par l'organisation, soit de l'école, de la crèche, du travail, et on a des horaires à respecter. Donc si on les prépare pour du lundi au vendredi, au moins ça c'est fait quoi. Eh bien, écoute, merci beaucoup Nathalie. Est-ce que tu aurais une question qu'on n'aurait pas abordée et qui te tiendrait particulièrement à cœur Écoute, franchement, je trouve qu'on a bien fait le tour quand même. Oui, si, pour faciliter, je parlais d'autonomie puisque tu me parlais des enfants. C'est d'essayer d'aménager au maximum votre chez vous en fait à hauteur d'enfant. Parce que si en fait l'enfant peut le faire par lui-même, vous allez gagner du temps. Vous n'êtes pas être obligé à chaque fois d'aller chercher quelque chose dans un placard en haut. Donc ça peut être dans la cuisine, lui dédier un petit placard bas avec ses affaires, avec son assiette, ses couverts. Voilà, il sait que là c'est son petit coin. Des petites collations qu'il a le droit d'aller chercher tout seul. Ça peut être des noix, enfin voilà, des choses saines, pas des gâteaux ou des choses comme ça. Mais voilà, des petites choses qui sont là et qu'il peut utiliser par lui-même. Avoir une petite table, une chaise à sa taille, pareil, où il peut aller faire ses activités, mais pourquoi pas aller manger. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça pour faciliter le quotidien, mettre des patères à hauteur pour ranger ses affaires, comme ça il peut aussi aller enfiler son manteau, voilà, et puis l'enfant il va se sentir grandir, il va être content en fait, il va y avoir une estime de soi aussi. Donc au début, ça nécessite un lâcher prise parce que oui, les premières fois qu'il va essayer de se servir un verre d'eau, ça va pas être forcément la joie. mais en fait, il va apprendre à prendre soin. Et dans la pédagogie Montessori, on insiste pour utiliser des vrais couverts, même des choses qui cassent en fait, parce que l'enfant va apprendre par son expérience. Et d'ailleurs, comme tous les êtres humains, et si ça casse une fois, il va se rendre compte que oui, s'il laisse tomber, ça va casser. Si vous utilisez tout le temps du plastique, après, on s'en fiche, quoi. De toute façon, ça fait pas de bruit. Laisser faire ses propres expériences. C'est ça. C'est ça. Alors, on l'accompagne, on montre au début, bien sûr. Hein. On lui dit pas, allez, vas-y, va te débrouiller. Au début, ça demande d'un investissement en temps, mais après, quand l'enfant est autonome et il se débrouille plus facilement tout seul, c'est un gain de temps pour la suite. Écoute, merci en tout cas d'avoir partagé tout ça, Nathalie, avec nous. Merci pour ta bonne humeur et puis ça nous a certainement ouvert l'esprit. Je pense que maintenant il va falloir voir ces enfants un petit peu différemment, les considérer un peu
pas comme des adultes, mais comme des enfants responsables, quoi, finalement. Oui, en tout cas, comme des êtres humains à part entière, même s'ils n'ont pas tous les ressorts, même si le cerveau n'est pas encore construit comme celui d'un adulte. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Nathalie, si on veut avoir plus de précision sur tes méthodes, sur la façon dont tu abordes la parentalité choisie? Oui, alors donc je propose en fait des accompagnements individuels, mais j'ai aussi également un guide offert pour préparer l'arrivée de bébé. Vous pouvez retrouver ça. Alors j'ai un site internet, c'est nathalie-fossa.com. Je suis aussi également sur YouTube comme toi, donc c'est à Nathalie Fossa, c'est simple. Sur Instagram aussi, beaucoup, Ouais, ok. où je partage mon quotidien, des conseils aussi. Donc sur Instagram, c'est Nathalie-Fossa. Ok. Et puis j'ai une page Facebook aussi où je repartage mes posts Instagram sur ma page Facebook, si vous êtes plus Facebook. Nathalie Fossa blog. Voilà. Super. Bah, je remettrai tous les liens dans la description. Merci. Et je te remercie pour ta patience et puis pour tes conseils. Merci à toi, Nathalie. Avec grand plaisir. Ciao, à plus. Ciao. Bye bye.